2. Le capital affamé de surtravail. Boyard et fabricants. Le capital n'a point inventé le surtravail. Partout où une partie de la société possède le monopole des moyens de production, le travailleur, libre ou non, est forcé d'ajouter au temps de travail nécessaire à son propre entretien un surplus destiné à produire la subsistance du possesseur des moyens de production. Note 7. Que ce propriétaire soit athénien, théocrate étrusque, citoyen romain, baron normand, maître d'esclaves américain, boyard valaque, seigneur foncier ou capitaliste moderne, peu importe. Note 8. Avant d'aller plus loin, constatons d'abord un fait. Quand la forme d'une société est telle, au point de vue économique, que ce n'est point la valeur d'échange mais la valeur d'usage qui prédomine, le surtravail est plus ou moins circonscrit par le cercle de besoins déterminé. Mais le caractère de la production elle-même n'en fait point naître un appétit dévorant. Quand il s'agit d'obtenir la valeur d'échange sous sa forme spécifique, par la production de l'or et de l'argent, nous trouvons déjà dans l'Antiquité le travail le plus excessif et le plus effroyable. Travailler jusqu'à ce que mort s'en suive devient alors la loi. Qu'on lise seulement à ce sujet Diodore de Sicile. Note 9. Cependant, dans le monde antique, ce sont là des exceptions. Mais dès que des peuples, dont la production se met encore dans les formes inférieures de l'esclavage et du servage, sont entraînés sur un marché international dominé par le mode de production capitaliste, et qu'à cause de ce fait, la vente de leurs produits à l'étranger devient leur principal intérêt, dès ce moment les horreurs du surtravail, ce produit de la civilisation, viennent s'enter sur la barbarie de l'esclavage et du servage. Tant que la production, dans les États du Sud de l'Union américaine, était dirigée principalement vers la satisfaction des besoins immédiats, le travail des nègres présentait un caractère modéré et patriarcal. Mais à mesure que l'exportation du coton devint l'intérêt vital de ces États, le nègre fut surmené et la consommation de sa vie en 7 années de travail devint partie intégrante d'un système froidement calculé. Il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une certaine masse de produits utiles, mais de production de plus-value. Il en a été de même pour le cerf, par exemple dans les principautés danubiennes. Comparons maintenant le surtravail dans les fabriques anglaises avec le surtravail dans les campagnes danubiennes, où le servage lui donne une forme indépendante et qui tombe sous l'essence. Étant admis que la journée de travail compte 6 heures de travail nécessaire et 6 heures de travail extra, le travailleur libre fournit au capitaliste 6 fois 6 ou 36 heures de surtravail par semaine. C'est la même chose que s'il travaillait 3 jours pour lui-même et 3 jours gratis pour le capitaliste. Mais ceci ne saute pas aux yeux. Surtravail et travail nécessaire se confondent l'un dans l'autre. On pourrait en effet exprimer le même rapport en disant, par exemple, que l'ouvrier travaille dans chaque minute 30 secondes pour le capitaliste et 30 pour lui-même. Il en est autrement avec la corvée. L'espace sépare le travail nécessaire que le paysan valaque, par exemple, exécute pour son propre entretien de son travail extra pour le boyard. Il exécute l'un sur son champ à lui et l'autre sur la terre seigneuriale. Les deux parties du temps de travail existent ainsi l'une à côté de l'autre d'une manière indépendante. Sous la forme de corvée, le surtravail est rigoureusement distinct du travail nécessaire. Cette différence de forme ne modifie assurément en rien le rapport quantitatif des deux travaux. 3 jours de surtravail par semaine restent toujours 3 jours d'un travail qui ne forme aucun équivalent pour le travailleur lui-même, quel que soit leur nom, corvée ou profit. Chez le capitaliste, cependant, l'appétit de surtravail se manifeste par son âpre passion à prolonger la journée de travail outre mesure. Chez le boyard, c'est tout simplement une chasse aux jours corvéables. Note 10. Dans les provinces danubiennes, la corvée se trouvait côte à côte des rentes en nature et autres redevances. Mais elle formait le tribut essentiel payé à la classe régnante. Dans de pareilles conditions, la corvée provient rarement du servage. Mais le servage, au contraire, a la plupart du temps la corvée pour origine. Ainsi en était-il dans les provinces roumaines. Leur forme de production primitive était fondée sur la propriété commune, différente cependant des formes slaves et indiennes. Une partie des terres était cultivée comme propriété privée par les membres indépendants de la communauté. Une autre partie, l'ager publicus, était travaillée par eux en commun. Les produits de ce travail commun servaient d'une part comme fonds d'assurance contre les mauvaises récoltes et autres accidents, d'autre part comme trésor public pour couvrir les frais de guerre, de culte et autres dépenses communales. Dans le cours du temps, de grands dignitaires de l'armée et de l'Église usurpèrent la propriété commune, et avec elle les prestations en usage. Le travail du paysan, libre cultivateur du sol commun, se transforma en corvée pour les voleurs de ce sol.
De là naquirent et se développèrent les rapports de servage, qui ne reçurent de sanctions légales que lorsque la libératrice du monde, la Sainte Russie, sous prétexte d'abolir le servage, l'érigea en loi. Le code de la corvée, proclamé en 1831 par le général russe Kislev, fut dicté par les boyards. La Russie conquit ainsi du même coup les manias des provinces du Danube et les applaudissements du crétinisme libéral de l'Europe entière. D'après le règlement organique, tel est le nom que porte ce code, tout paysan valaque doit aux soi-disant propriétaires fonciers, outre une masse très détaillée de prestations en nature, premièrement, 12 jours de travail en général, deuxièmement, 1 jour pour le travail des champs, et troisièmement, 1 jour pour le charriage du bois. En tout, 14 jours par an. Or, avec une profonde sagacité économique, on a eu besoin d'entendre par journée de travail non pas ce qu'on entend ordinairement par ce mot, mais la journée de travail nécessaire pour obtenir un produit journalier moyen, et ce produit journalier moyen a été déterminé avec tant de rouerie qu'un cyclope n'en viendrait pas à bout en 24 heures. Le règlement lui-même déclare donc avec un sans façon d'ironie vraiment russe qu'il faut entendre par 12 jours de travail le produit d'un travail manuel de 36 jours, par 1 jour de travail des champs, 3 jours, et par 1 jour de charriage de bois, 3 jours également. Total, 42 jours de corvée. Mais il faut ajouter à ceci ce qu'on appelle la jobagie, ensemble de prestations dues aux propriétaires fonciers pour services agricoles extraordinaires. Chaque village, en raison de sa population, doit fournir pour la jobagie un contingent annuel. Ce travail de corvée supplémentaire est estimé à 14 jours pour chaque paysan valaque. Ces 14 jours, ajoutés aux 42 ci-dessus, forment ainsi 56 jours de travail par an. Mais l'année agricole ne compte en Valachie que 210 jours à cause du climat. Si l'on en déduit 40 jours pour dimanches et fêtes, 30 en moyenne pour mauvais temps, soit 70 jours, il en reste 140. Le rapport du travail de corvée au travail nécessaire 56 sur 84 ou 66 %, exprime un taux de plus-value beaucoup moins élevé que celui qui règle le travail des ouvriers manufacturiers et agricoles de l'Angleterre. Mais ce n'est encore là que la corvée prescrite légalement. Et le règlement organique, dans un esprit encore plus libéral que la législation manufacturière anglaise, a su faciliter sa propre violation. Ce n'était pas assez d'avoir fait 54 jours avec 12. On a de nouveau déterminé de telle sorte l'œuvre nominale qui incombe à chacun des 54 jours de corvée qu'il faut toujours un supplément à prendre sur les jours suivants. Tel jour, par exemple, une certaine étendue de terre doit être sarclée, et cette opération, surtout dans les plantations de maïs, exige le double de temps. Pour quelques travaux agricoles particuliers, la besogne légale de la journée se prête à une interprétation si large que souvent cette journée commence en mai et finit en octobre. Pour la Moldavie, les conditions sont encore plus dures. Aussi un boyard s'est-il écrié, dans l'enivrement du triomphe, « Les 12 jours de corvée du règlement organique s'élèvent à 365 jours par an. » Note 11. Si le règlement organique des provinces danubiennes atteste et légalise article par article une fin canine de surtravail, les Factory Acts, lois de fabrique en Angleterre, révèlent la même maladie, mais d'une manière négative. Ces lois réfrènent la passion désordonnée du capital à absorber le travail en imposant une limitation officielle à la journée de travail, et cela au nom d'un État gouverné par les capitalistes et les landlords. Sans parler du mouvement des classes ouvrières, de jour en jour plus menaçant, la limitation du travail manufacturier a été dictée par la nécessité, par la même nécessité qui a fait répandre le guano sur les champs de l'Angleterre. La même cupidité aveugle qui épuise le sol attaquait jusqu'à sa racine la force vitale de la nation. Des épidémies périodiques attestaient ce dépérissement d'une manière aussi claire que le fait la diminution de la taille du soldat en Allemagne et en France. Note 12. Le Factory Act de 1850, maintenant en vigueur, accorde pour le jour moyen 10 heures, 12 heures pour les 5 premiers jours de la semaine, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, sur lesquelles une demi-heure pour le déjeuner et 1 heure pour le dîner sont prises légalement, de sorte qu'il reste 10h30 de travail, et 8 heures pour le samedi, de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, dont une demi-heure est déduite pour le déjeuner. Reste 60 heures de travail, 10h30 pour les 5 premiers jours de la semaine, 7h30 pour le dernier. Note 13. Pour faire observer cette loi, on a nommé des fonctionnaires spéciaux, les inspecteurs de fabrique, directement subordonnés au ministère de l'Intérieur dont les rapports sont publiés tous les 6 mois par ordre du Parlement. Ces rapports fournissent une statistique courante et officielle qui indique le degré de l'appétit capitaliste. Écoutons un instant les inspecteurs.
Note 14. Le perfide fabricant fait commencer le travail environ 15 minutes, tantôt plus, tantôt moins, avant 6 heures du matin, et le fait terminer 15 minutes, tantôt plus, tantôt moins, après 6 heures de l'après-midi. Il dérobe 5 minutes sur le commencement et la fin de la demi-heure accordée pour le déjeuner et en escamote 10 sur le commencement et la fin de l'heure accordée pour le dîner. Le samedi, il fait travailler environ 15 minutes après 2 heures de l'après-midi. Voici donc son bénéfice. Avant 6 heures du matin, 15 minutes. Après 6 heures du soir, 15 minutes. Sur le temps du déjeuner, 10 minutes. Sur le temps du dîner, 20 minutes. Total 60 minutes. Somme en 5 jours, 300 minutes. Le samedi, avant 6 heures du matin, 15 minutes. Au déjeuner, 10 minutes. Après 2 heures de l'après-midi, 15 minutes. Total, 40 minutes. Profit de toute la semaine, 340 minutes. 340 minutes ou 5h40 minutes, ce qui, multiplié par 50 semaines de travail, déduction faite de 2 semaines pour jours de fête et quelques interruptions accidentelles, donne 27 journées de travail. Note 15. La journée de travail est-elle prolongée de 5 minutes chaque jour au-delà de sa durée normale? Cela fournit 2 jours et demi de production par an. Note 16. 1 heure de plus, gagnée en attrapant par-ci par-là et à plusieurs reprises quelques lambeaux de temps, ajoute un 13e mois aux 12 dont se compose chaque année. Note 17. Les crises pendant lesquelles la production est suspendue, où on ne travaille que peu de temps et même très peu de jours de la semaine, ne changent naturellement rien au penchant qui porte le capital à prolonger la journée de travail. Moins il se fait d'affaires, plus le bénéfice doit être grand sur les affaires faites. Moins on travaille de temps, plus ce temps doit se composer de surtravail. C'est ce que prouvent les rapports des inspecteurs sur la période de crise de 1857-58. On peut trouver une inconséquence à ce qu'il y ait quelque part un travail excessif, alors que le commerce va si mal. Mais c'est précisément ce mauvais état du commerce qui pousse aux infractions les gens sans scrupules. Ils s'assurent par ce moyen un profit extra. Au moment même, dit Leonard Turner, où 122 fabriques de mon district sont tout à fait abandonnées, où 143 chôment et toutes les autres travaillent très peu de temps, le travail est prolongé au-delà des bornes prescrites par la loi. Note 18. M. Howell s'exprime de la même manière. Bien que dans la plupart des fabriques on ne travaille que la moitié du temps, à cause du mauvais état des affaires, je n'en reçois pas moins comme par le passé le même nombre de plaintes, sur ce que tantôt une demi-heure, tantôt 3/4 d'heure, sont journellement extorquées aux ouvriers sur le moment de répit que leur accorde la loi pour leur repas et leur délassement. Note 19. Le même phénomène s'est reproduit sur une plus petite échelle pendant la terrible crise cotonnière de 1861-65. Note 20. Quand nous surprenons des ouvriers en train de travailler pendant les heures de repas ou dans tout autre moment illégal, on nous donne pour prétexte qu'ils ne veulent pas pour rien au monde abandonner la fabrique, et que l'on est même obligé de les forcer à interrompre le travail, nettoyage des machines, etc., particulièrement le samedi dans l'après-midi. Mais si les bras entre guillemets restent dans la fabrique quand les machines sont arrêtées, cela provient tout simplement de ce qu'entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, dans les heures de travail légal, il ne leur a été accordé aucun moment de répit pour accomplir ces sortes d'opérations. Note 21. Le profit extra que donne le travail prolongé au-delà du temps fixé par la loi semble être pour beaucoup de fabricants une tentation trop grande pour qu'ils puissent y résister. Ils comptent sur la chance de n'être pas pris en flagrant délit et calculent que, même dans les cas où ils seraient découverts, l'insignifiance des amendes et des frais de justice leur assure encore un bilan en leur faveur. Note 22. Quand le temps additionnel est obtenu dans le cours de la journée par une multiplication de petits vols, les inspecteurs éprouvent, pour constater les délits et établir leurs preuves, des difficultés presque insurmontables. Note 23. Ils désignent aussi ces petits vols du capital sur le temps des repas et les instants de délassement des travailleurs sous le nom de Petty Pilfering of Minutes, petit filoutage de minutes. Note 24. Snatching a few minutes, escamotage de minutes. Note 25. Ou bien encore ils emploient les termes techniques des ouvriers, nibbling and cribbling at meal times. Note 26. On le voit, dans cette atmosphère la formation de la plus-value par le surtravail ou le travail extra n'est pas un secret. Si vous me permettez, me disait un honorable fabricant, de faire travailler chaque jour 10 minutes de plus que le temps légal, vous mettrez chaque année 1000 livres sterling dans ma poche. Note 27. Les atomes du temps sont les éléments du gain. Note 28. Rien n'est plus caractéristique que la distinction entre les full-times, les ouvriers qui travaillent la journée entière,
et les half-times, note 29, les enfants au-dessous de 13 ans qui ne doivent travailler que 6 heures. Le travailleur n'est plus ici que du temps de travail personnifié. Toutes les différences individuelles se résolvent en une seule, il n'y a plus que des temps entiers et des demi-temps.